Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau JT de l'écho, le vrai JT de l'écho et le vrai JT de l'or évidemment. Alors une actualité extrêmement chargée, j'en suis à mon 16e enregistrement, il n'y a rien qui marche entre le son qui va pas, l'éclairage qui est pas bon, enfin c'est très compliqué, c'est très compliqué. La pile du micro qui s'arrête en plein milieu de l'enregistrement, mais vous le voyez, et puis les problèmes de téléchargement, c'est vraiment, c'est infernal la vidéo. Mais bon, c'est quand même très rigolo à faire, et donc nous allons aborder ensemble une actualité qui est extrêmement chargée, aussi bien en termes géopolitiques qu'en termes internationaux, qu'en termes économiques. Vous allez voir, c'est très très riche. Allons-y rapidement, évidemment. Qui coule les pétroliers? C'est l'affaire iranienne et sacrée affaire. Qu'est-ce qui se passe dans le Golfe? Est-ce que ce sont des provocations américaines? Est-ce que ce sont les services secrets iraniens? Est-ce que c'est d'autres tierces parties du type l'Arabie Saoudite qui n'aime pas beaucoup l'Iran, Israël qui voit plus que d'un mauvais œil évidemment un Iran nucléarisé à portée de missiles, etc., etc. La liste des coupables ne manque pas. Mon propos ici, c'est pas de vous dire c'est un tel ou c'est un tel, c'est machin ou c'est bidule, peu importe. C'est pas. Et puis je vais même vous dire. Économiquement, c'est pas ça qui va influer sur la situation. La situation, elle va être directement corrélée à ce qu'il va se passer et à la manière dont les événements vont être vécus, et peu importe la vérité. D'ailleurs, je crois que c'était Winston Churchill qui disait que la première victime pendant les guerres, c'était évidemment la vérité. Donc, souvenez-vous, ça a commencé il y a plus d'un mois, le 13 mai, vous avez des pétroliers qui sont endommagés légèrement du côté de Fujairah, me semble-t-il, donc toujours dans le golfe Persique. Et c'est la première alerte avec des petits sabotages et des dégâts relativement mineurs, des informations d'abord démenties, très longuement, j'en avais fait un article, et puis finalement qui s'avèrent vraies. Et un mois après, et très exactement un mois après, jour pour jour, regardez, c'est le 13 juin, donc là, c'est symboliquement, c'est pas du tout anodin, c'est une forme de signature. Le 13 juin, un mois après, bah là, les pétroliers sont en revanche très endommagés, on a des incendies, on a des bâtiments qui sont abîmés, on a évidemment de la pollution, et là l'empreinte carbone elle n'est pas excellente, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Là côté écologie, c'est pas très 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 bon là, hein. Vous voyez, c'est la guerre, c'est pas très écologique. Donc là on a évidemment des bâtiments très abîmés. Je voulais vous montrer deux trois petites le fond du problème, c'est évidemment l'enrichissement de l'uranium iranien et la possibilité pour l'Iran de se doter d'une arme nucléaire. Alors, l'uranium, on l'enrichit pour deux choses. On l'enrichit évidemment pour faire fonctionner des centrales nucléaires et avoir accès à l'électricité nucléaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, l'uranium, on l'enrichit surtout pour un usage militaire. Et c'est évidemment ça qui est en jeu pour contrôler. Alors, au départ, c'était la France, c'est une histoire vieille, de 45 ans, je vous propose d'aller voir la Société franco-iranienne pour l'enrichissement de l'uranium par diffusion gazeuse ou SOFIDIF. Et donc vous vous rendrez compte qu'il y a un consortium franco-iranien qui existe depuis le milieu des années 70. Vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Et ce milieu des années 70, eh bien, c'était le Shah d'Iran, et le Shah d'Iran voulait l'arme nucléaire, l'énergie nucléaire, et puis tout ça, ça se passait plutôt bien, et puis c'était la France qui était en négociation avec l'Iran pour mettre en place un projet industriel. Sur ce arrive la révolution islamique iranienne, l'ayatollah Khomeini, et donc on en arrive petit à petit à une rupture des relations entre les pays occidentaux, les pays, on va dire, otanisés, donc les États-Unis, l'OTAN, la France, etc. Et donc, on se retrouve avec un contentieux franco-iranien, puisqu'il n'est plus question de fournir quoi que ce soit en termes nucléaires à l'Iran. Le problème, c'est qu'il y avait des accords et que les Iraniens, évidemment, ne l'entendent pas de cette oreille-là. Ça va donner les attentats, la vague d'attentats de 86, le blocus pendant plusieurs mois de l'ambassade iranienne à Paris. Il va se passer énormément de choses, et les Iraniens vont montrer à cette occasion-là qu'ils n'hésitent pas à faire des morts, à tuer, à utiliser un service secret pour évidemment faire avancer ce qu'ils appellent eux leur raison d'État, qui est la nucléarisation de l'Iran, et obliger la France à faire respecter ses engagements. Il y a eu une forme de résolution qui a été trouvée sur ce contentieux, et donc aujourd'hui la France enrichit l'uranium iranien, enfin en tout cas enrichissait l'uranium iranien, puisque l'accord de 2015 et Donald Trump l'a rendu caduc.
en le rendant caduc, et bien évidemment tout est remis en question et évidemment cette histoire de pétrolier, eh bien, elle prend place dans toute cette histoire-là. Voilà. Donc encore une fois, moi je vous dis pas c'est un tel, c'est machin, c'est truc, c'est bidule, je n'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est qu'en revanche, voilà, nous sommes là en plein cœur du sujet, en plein cœur du problème, et c'est là que se trouve le contentieux irano-américano, européano, tout ce que vous voulez. Évidemment, vous avez aussi des capacités militaires, c'est-à-dire que l'Iran, progressivement, s'est doté de capacités militaires, notamment de capacités militaires asymétriques. Vous avez ici, par exemple, des mini-sous-marins. C'est des mini-sous-marins de la classe Ghadir, qui sont, il y en a 23, me semble-t-il, en service dans l'armée iranienne, enfin dans la marine iranienne. Voilà le type d'armes tout petits, des tout petits sous-marins, suffisamment nombreux, suffisamment petits, suffisamment discrets, dans un golfe Persique dont là, je crois, profondeur moyenne est de 80 mètres, donc qui donne extrêmement peu d'espace de manœuvre à des sous-marins, extrêmement peu d'efficacité au sonar. Donc tout ça, si vous voulez, pour la lutte anti-sous-marine, c'est très compliqué. Donc l'Iran s'est doté de capacités entre des missiles sol-mer, entre des mini-sous-marins, entre etc., qui sont capables de lancer des torpilles ou des missiles. L'Iran s'est doté effectivement de capacités dissuasives lui permettant de bloquer le golfe Persique. Le coupable, lui, il a été officiellement désigné par les États-Unis. Pareil, on est pour, on est contre, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on en discute, on ne discute pas. Peu importe, l'histoire officielle retiendra que les États-Unis, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ont désigné l'Iran comme étant le coupable de ces exactions. À noter d'ailleurs que pour le moment, cette désignation de coupable s'est accompagnée, on l'a appris aujourd'hui, du déploiement de 1000 soldats supplémentaires américains dans la région du Golfe, mais en revanche, ça ne s'est pas accompagné officiellement de représailles militaires. C'est quelque chose d'important à noter. Voilà pour cette affaire iranienne. Est-ce que ça va exploser, pas exploser? Bien malin celui qui peut y répondre. On va simplement nous se contenter de suivre ça avec attention en essayant de saisir bien la complexité des choses et des éléments. Je voulais juste vous dire, attendez, je vais revenir sur la dernière diapo là, mais toujours sur cette affaire iranienne, ce dont il faut bien être conscient, c'est que aujourd'hui, le pétrole du Golfe, il n'alimente pas les États-Unis et il alimente relativement peu les pays européens. Le pétrole du Golfe alimente fondamentalement énormément la Chine. Donc, si n'ont vraiment aucun intérêt à la guerre ou à une guerre ou à un conflit au Moyen-Orient, c'est se tromper. C'est se tromper, puis il y a encore une autre raison, c'est qu'on pourrait dire, ah oui, mais alors attention, si les États-Unis devaient faire la guerre au Moyen-Orient, ça ferait monter terriblement les cours du pétrole. Si les cours du pétrole montent terriblement, eh bien ça va fracasser la croissance américaine et la croissance mondiale. Alors c'est très paradoxal parce que c'est vrai pour l'essentiel des pays du monde et des économies mondiales. En revanche, c'est totalement faux pour l'économie américaine. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'économie américaine a une production qui est supérieure à celle de l'Arabie Saoudite et qu'en réalité, les États-Unis aujourd'hui sont indépendants en termes énergétiques. Mais ça a un impact en termes économiques. C'est-à-dire qu'un baril de pétrole, quand il monte beaucoup, eh bien, c'est très enrichissant pour l'Arabie Saoudite. Mais maintenant que les États-Unis sont comme l'Arabie Saoudite, voire même devant l'Arabie Saoudite, eh bien évidemment, c'est très enrichissant aussi pour les États-Unis d'Amérique. Ça veut dire qu'un baril à 100 $, c'est énormément de PIB en plus, et c'est même plus de PIB pour les États-Unis que ça serait de PIB en moins par rapport au litre du gallon que l'Américain moyen, que Mr. Smith mettrait en moins dans son gros 4x4 pour partir un peu moins en vacances parce que ça coûterait trop cher. Donc ça, je voulais vous faire ce petit rappel. Attention, c'est à prendre en considération aussi dans les réflexions. Alors évidemment, c'est très différent pour l'économie européenne. Nous, on est complètement pétroléo-dépendant. Donc comme on est complètement pétroléo-dépendant, nous, un baril à 100 $, c'est évidemment la même chose. La Chine est extrêmement dépendante du pétrole, notamment du pétrole du Golfe. Donc une guerre ou un blocage du détroit d'Ormuz dans le Golfe par l'Iran, ce serait évidemment pas une si mauvaise nouvelle pour les Américains, une très mauvaise nouvelle pour les Chinois et une mauvaise nouvelle. Et donc les grands vainqueurs dans ce champ de ruines seraient les États-Unis d'Amérique, ni l'Europe et ni la Chine. Voilà, quand on est dans un contexte de démondialisation, si on cherche des mobiles du crime, on a aussi là une hypothèse que l'on peut s'amuser à creuser. Alors,
J'entends, et là j'en arrive à l'or, je fais une petite digression avant d'aborder les évolutions du cours de l'or et puis ce qu'il faut un petit peu en retenir. Faut-il investir dans l'or? Si j'avais acheté des actions, je serais beaucoup plus riche. Mais évidemment, je serais beaucoup plus riche si j'avais été acheté des actions. Mais si je n'avais acheté que du Bitcoin, je serais également beaucoup plus riche. Et puis vous savez quoi? Si j'avais revendu ma maison, si j'avais gardé tous les sous de la vente de ma maison, que je m'étais mis dans une caravane et que j'avais investi la totalité de mes sous dans du Bitcoin, eh ben je serais carrément millionnaire aujourd'hui si je l'avais fait au bon moment. C'est ridicule, n'est-ce pas, comme type de raisonnement. Eh bien, en réalité, quand on raisonne comme ça, c'est ridicule. C'est-à-dire que vous avez soit une approche spéculative, soit une approche patrimoniale. Si vous avez une approche spéculative, je veux bien entendre ce type de raisonnement parce que vous avez une approche spéculative. Ok, très bien, parfait. On est dans le cadre d'une approche spéculative. À ce moment-là, il faut le dire et le noter et le prendre pour ce que c'est-à-dire une approche spéculative, parfaitement respectable, mais qui est une approche spéculative. Et quand on a une approche spéculative, on n'a pas, ou on ne se met pas dans une approche qui est patrimoniale. Alors vous avez d'un côté le spéculateur, de l'autre côté le bon père de famille. C'est un choix à faire. L'un et l'autre ne sont pas mieux. Les risques sont différents, les potentiels de gains sont évidemment différents, les potentiels de pertes sont également radicalement différents. Dans une approche patrimoniale, qu'est-ce qu'on fait? On va diversifier ses actifs. Donc vous ne direz jamais, si j'avais acheté tout en actions, tout en L'Oréal, tout en air liquide, parce que si j'avais acheté de l'air liquide quand ça valait X euros et maintenant que ça en vaut Y, ou tiens, reprenons le cas par exemple d'Eurotunnel. Si j'avais acheté de l'Eurotunnel au plus bas et que je l'avais revendu aujourd'hui, ben, j'aurais gagné beaucoup d'argent. Évidemment, vous avez aussi beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent en achetant de l'Eurotunnel et en le revendant, en l'achetant plutôt haut et en le revendant plutôt au plus bas. Donc, tout ça, si vous voulez, c'est à ne pas confondre avec votre approche financière, qui est une approche spéculative ou une approche patrimoniale. Après, vous avez toujours des classes d'actifs qui vont surperformer d'autres classes d'actifs pour une raison simple, c'est que ces classes d'actifs-là, eh ben, à un moment donné, vous avez des mouvements spéculatifs dessus. C'est typiquement le cas des crypto-monnaies. Après, patrimoine avec les crypto-monnaies, la réponse elle est non. Est-ce qu'on constitue un patrimoine uniquement avec des actions? La réponse elle est non. Et un patrimoine en fait il va se constituer de plusieurs classes d'actifs. Et vous allez avoir des métaux précieux, vous allez avoir de l'immobilier, vous allez avoir de l'immobilier en propre pour vous-même, pour ce qu'on appelle les valeurs d'usage de votre immobilier, votre résidence principale, votre résidence secondaire, votre chalet à la montagne si ceci bon vous semble, ou votre maison à la mer. Et puis vous allez avoir de l'immobilier locatif qui va peut-être vous rapporter des rendements, des loyers, puis une valorisation du capital. Puis vous allez avoir une poche ou une enveloppe d'actions. Vous allez même peut-être avoir un produit d'épargne retraite de long terme. Les nouveaux PERP vont sortir. Un jour, je vous en parlerai quand ce sera bien défini et qu'on saura exactement où on met les pieds. Et donc, ces nouveaux PERP, par exemple, vous allez y mettre des actions, etc., etc. Et puis, vous allez avoir, je ne sais pas moi, des voitures de collection, des bouteilles de vin, peu importe tous les actifs que vous pouvez être amené à mettre dans votre patrimoine, mais vous allez avoir une diversité d'actifs. Et cette diversité d'actifs, elle va vous donner un taux de rendement ou un taux d'appréciation moyen sur la durée de votre patrimoine, tout en sachant que quand vous avez un violent krach boursier, votre violent krach boursier ne s'accompagne pas forcément d'un violent krach obligataire au même moment ou d'un violent krach immobilier, peut-être même qu'au contraire, quand les bourses s'effondrent, l'immobilier remonte un petit peu parce qu'on a des transferts, c'est ce qu'on appelle la rotation des actifs. Donc surtout, ne vous enfermez pas ou ne vous laissez pas enfermer dans une, à mon sens, mauvaise croyance qui consiste à dire que si j'avais investi là, alors j'aurais gagné plus. Et ça, c'est des commentaires que je vois très souvent dans mes articles consacrés à l'or sur le site Inso, sur Inso.cia. Très souvent, les lecteurs, il y en a toujours un pour dire oui, mais si j'avais acheté plutôt ça ou plutôt ça, j'aurais plus de sous ou moins de sous, machin. La question, elle n'est pas là. La question, c'est de savoir pourquoi on achète ça, pourquoi à un tel moment on intègre tel actif dans son patrimoine, dans quelle durée on le fait, pour quel objet, voilà, et quelle est sa stratégie patrimoniale. C'est ça qui est fondamental. Tout le reste, c'est l'écume des choses et c'est important de le dire. Justement, pourquoi j'achète de l'or ?
voilà pourquoi j'achète de l'or. Donc je vous invite à aller voir cet article, c'est mon édito du mardi 18 juin, bah tiens, le 18 juin, l'appel du 18 juin, 18 juin 2019. C'est le monde est en récession, toutes les économies sont en récession et je voulais juste vous dire que basiquement, si on veut savoir si un pays, rapidement, comme ça, sans faire de hautes études économiques, si un pays est en croissance ou en récession, on va regarder trois agrégats, trois grands paramètres. On va prendre la croissance du pays, on va prendre l'inflation qu'il y a dans le pays, et on va prendre le déficit budgétaire qu'il y a dans ce pays. Et on va additionner l'ensemble, enfin plutôt on va soustraire. On va soustraire à la croissance, l'inflation et le déficit. Pourquoi? Parce que la croissance, c'est un pourcentage du PIB. 3%. L'inflation, c'est en pourcentage du PIB, X%. Et le déficit budgétaire est exprimé en pourcentage du PIB. Donc nous sommes bien d'accord, nous parlons de la base PIB, produit intérieur brut, c'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça, on mesure comme ça, on ne va pas là, ici, débattre du bien fondé ou pas du PIB. Je vous dis simplement que là, on a une mesure qui concerne bien à chaque fois le PIB. L'inflation, c'est la perte de valeur de votre monnaie exprimée en PIB. Donc en fait, quand vous avez un PIB qui croît de 10, si votre inflation elle croît de 10, votre PIB en réalité, en valeur nette d'inflation, il stagne. Bon, donc il est logique de soustraire à notre croissance l'inflation générée par cette croissance. Et quand la croissance génère autant d'inflation que de croissance, en réalité, nous sommes flat en termes de parité de pouvoir d'achat, de parité monétaire ou de valeur monétaire de la richesse créée. Et puis évidemment, si on injecte de la monnaie et qu'on dépense plus que ce qu'on gagne, ça va également impacter fondamentalement notre niveau de richesse présent ou futur. Quand on a un déficit, quand on fait une croissance de 3 mais qu'on a un déficit de 3 de la même base qu'est le PIB, eh bien évidemment, ça veut dire qu'on a créé 3 euros de dette pour créer 3 euros de nouvelles richesses. Est-ce que ça en vaut la chandelle? Je ne suis pas persuadé. Mais la situation actuelle, elle est bien pire. Et ça fait des années que ça dure. Ici, vous avez toutes les dettes cumulées, donc on va de 181% pour la Grèce de dette sur PIB à 132% pour l'Italie, en passant par un modeste 98% pour la France. Je ne vous parle pas des États-Unis qui sont à 105% de dette sur PIB, donc évidemment, vous avez ici des pays qui sont surendettés. Le seul qui s'en sort à peu près ici, c'est l'Allemagne, avec 61% de dette sur PIB. Mais le plus intéressant, c'est que quand on fait ce calcul, croissance moins inflation moins déficit budgétaire, eh bien on se rend compte qu'aux États-Unis, on est à moins 2,40. Ça veut dire que la récession est de 2,4% aux États-Unis, malgré une croissance affichée de 3,20%. Mais hélas, il y a un déficit de 3,80 sur le budget. C'est-à-dire qu'en réalité, pour faire 3,20$ de croissance, vous avez ici injecté 3,80$ de nouvelles dettes. C'est totalement absurde, d'accord? Donc vous dépensez plus en réalité que vous ne créez de croissance. Et ça, c'est un phénomène qui est aujourd'hui un phénomène structurel. Tous les ans, il se passe exactement la même chose dans des proportions qui sont différentes et qui varient, mais tous les ans, il se passe la même chose. Donc aux États-Unis, 3,20 de croissance, 1,40 d'inflation, 3,80 de déficit budgétaire, moins 2,40 de croissance. Ça veut dire que les États-Unis sont en croissance négative, comme aurait dit Christine Lagarde, l'actuelle directrice générale du FMI. Ça signifie qu'évidemment, les États-Unis sont en récession. Quand on fait le même calcul pour la Chine, nous obtenons une récession de 0,5%. Pour l'Italie, nous sommes à moins 3%. Et pour notre pays, la France, nous sommes à moins 2,2%. L'ensemble, au Japon, c'est pire, en Grèce, tout. L'ensemble des pays sont dans cette situation. Quand vous achetez de l'or, vous n'achetez pas de l'or à des fins spéculatives. Effectivement, achetez des actions. Il y a beaucoup mieux à faire si vous souhaitez gagner de l'argent à court terme que d'acheter de l'or. Je vous le confirme, ça c'est vrai. Le problème, c'est que le jour où tout vous explose à la figure, sur le reste, vous aurez sans doute et vraisemblablement pas le temps de sortir. Et vous prendrez des pertes considérables. Et c'est pour ça qu'encore une fois, un patrimoine, c'est plusieurs piliers. Et que vous avez des actifs tangibles avec l'immobilier, avec les métaux précieux, puis des actifs financiers avec les actions, les obligations, etc. Et on peut parler après de quel type d'actifs, de quel type plus particulièrement d'obligations ou d'actions, il vaut mieux avoir ou pas avoir dans son portefeuille. Ça, c'est encore autre chose. Du coup, ceux qui ont compris ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent de l'or. Voilà. Alors, ils achètent de l'or parce qu'il y a des risques de guerre.
Ils achètent de l'or parce qu'il y a des risques de faillite. Ils achètent de l'or parce que les taux ne peuvent plus monter et que la Fed a même dit que les taux ils allaient baisser. Donc ils achètent de l'or. On arrive sur des niveaux d'une très grande résistance. D'accord? Donc là, le premier niveau, c'est à peu près 1345, 1350 dollars l'once. Il faut passer ce canal, enfin cette résistance, pardon, et c'est pas évident. Regardez, on l'a passé ici, il y a une légère sortie. C'est pas aujourd'hui, on est revenu à l'intérieur, on retente de sortir. Il y a une très grosse bataille qui se joue à ce niveau-là et ça va continuer. En revanche, le pétrole monte très peu. Alors, je vous le remontre. Regardez la hausse pour l'or. Regardez la hausse pour le pétrole. Il n'y en a pas. Elle est très très marginale. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs explications. Mais ce n'est pas logique là. On a un grand paradoxe ici. Et ce paradoxe, je voulais vous le montrer et vous le pointer du doigt physiquement. On a un énorme paradoxe. Normalement, l'or et le pétrole devraient monter en même temps si nous n'avions que des inquiétudes géopolitiques par rapport au détroit d'Ormuz. Alors, je pense qu'il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a un jeu de négociation sous-marin qui est en train de se jouer entre l'Iran et les États-Unis, avec des enchères qui montent et que l'Iran voudrait certainement faire monter les cours du baril de pétrole pour faire peser sur les négociations et s'en servir comme argument. Les États-Unis, je pense, font tout pour maintenir le pétrole relativement bas, non pas tant pour pas gagner d'argent, qu'évidemment pour pas que cela serve de monnaie d'échange aux Iraniens et leur montrer que nous tenons le marché, vous ne faites pas ce que vous voulez sur le marché, et c'est nous qui décidons du prix du marché, pas vous les Iraniens, et vous pouvez faire ce que vous voulez, nous contrôlons le prix du marché, ça ne sert à rien. Ça, c'est typiquement du Trump, hein, c'est un businessman. Ils veulent faire monter les cours du marché, et ben nous on va leur montrer que même s'ils font péter des pétroliers, les cours sur le marché ne montent pas. Donc on parle de manipulation des cours, hein, ni plus ni moins, mais en tout cas ça fonctionne, et les prix eux ne montent pas. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que dans cette hausse de l'or, eh bien vous n'avez pas que la géopolitique. C'est aussi ça, je pense qu'il faut retenir, c'est que dans cette hausse des cours de l'or, hausse que l'on ne retrouve pas dans les cours du pétrole ici, ça veut dire que vous n'avez pas dans la hausse de l'or que les éléments géopolitiques. Vous avez évidemment les inquiétudes monétaires, vous avez évidemment les taux d'intérêt qui vont baisser et donc une question d'errement monétaire. Voilà. C'est voir à l'esprit, c'est qu'il y a deux éléments. Un, non, le pétrole ne servira pas de moyen de pression, on ne laissera pas les Iraniens s'en servir comme moyen de pression. Et deuxièmement, si l'or augmente décorrélé de l'augmentation ou pas du pétrole, eh bien ça veut dire aussi qu'on est sur une augmentation monétaire et qu'on peut retirer une grande partie de la hausse des cours de l'or. On peut en retirer l'aspect géopolitique avec l'affaire iranienne et la crise iranienne au sein du Golfe. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Encore une fois, c'est une actualité économique passionnante et très enrichissante. Cette présentation, je vais vous la mettre en téléchargement dans le site Insolentiae. Donc quand je reprendrai cette vidéo et que j'en ferai un article, le vrai JT de l'écho et de l'or, comme ça vous pourrez le retrouver par la recherche en mots-clés sur le site, le vrai JT de l'or, je vous le mettrai en document et puis je vous mettrai le lien, tiens alors, je vous mettrai le lien sous les commentaires YouTube, là, il y a un truc, il y a un espace où on peut mettre un petit blabla, un petit résumé, il faut faire voir plus, là, et puis je vous mettrai des liens. Donc, je vous mettrai en lien l'article dans lequel vous pourrez venir télécharger cette présentation pour avoir les chiffres, les éléments clés, puis reprendre ça si vous avez envie. Voilà, et bien écoutez, un immense merci pour votre présence. N'oubliez pas les pouces bleus là qu'il faut mettre en bas. Là, faut mettre des pouces comme ça et pas comme ça. Mais même si les pouces ils sont en bas, il paraît que c'est la tradition. Alors voilà, j'apprends donc je vous dis qu'il faut mettre plein de pouces bleus. Mettez plein de commentaires si vous avez envie et si ça vous chante. Et puis surtout excellente semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre JT de l'or. Merci à tous, à bientôt.